Journal de bord, On Air Manager, vol 77. Tour d'Australie en DC3. Jour 1. 13 octobre. Réveil aux aurores. Aïssa et moi nous dirigeons vers le tarmac, l'air encore frais de la nuit nous enveloppe tandis que l'eau pointe à peine. La veille, la compagnie Pejaro 70 Airlines nous avait confié une mission inédite, un tour complet de l'Australie. Pourquoi si loin, me direz-vous? C'est simple, après avoir excellé en Nouvelle-Calédonie, il est temps de rentabiliser nos compétences sur une mission de grande envergure. Les autorités australiennes ont donné leur feu vert, et nous allons collaborer avec une grande compagnie locale pour ce périple. L'Australie nous ouvre ses portes, et Aïssa et moi sommes impatients d'explorer ces vastes contrées. Loin de nos vols habituels autour de la Calédonie, cette mission est l'occasion rêvée de découvrir de nouveaux horizons. À 6h14, nous sommes prêts. Le moteur de notre vieux DC3 ronronne doucement tandis que je tire délicatement sur le manche pour une montée progressive. Pas question de brusquer cette vieille machine, elle n'accepte pas les montées au-delà de 600 pieds par minute. Le ciel est clair, et la mer de corail s'étend à perte de vue sous nos ailes. Nous stabilisons rapidement à notre altitude de croisière de 10 000 pieds. Devant nous, plus de 5 heures de vol avant d'atteindre la côte australienne. Le vol est long, mais agréable. Bien que nous n'ayons pas pu charger autant de fret que nous l'aurions souhaité, la distance limitant notre capacité, nous savons que l'aventure en vaut la peine. Nous approchons enfin de notre destination et amorçons la descente. Nous atterrissons à 10h34 heure locale à YBMC Maroochydore Sunshine Coast. Cette ville côtière est un véritable joyau, proche de la vibrante Mooloolaba, avec ses plages dorées et son atmosphère détendue. Brisbane, l'une des plus grandes villes d'Australie, n'est qu'à 1 heure de route au sud. En touchant le sol australien, un sentiment d'accomplissement nous envahit. Ce premier vol n'était qu'une introduction, le vrai travail commence demain. Cet après-midi, nous reprenons la route pour la prochaine étape de notre périple. Après notre arrivée et un bon déjeuner dans un fast-food local, nous ne perdons pas de temps et reprenons rapidement notre envol vers Brisbane, où nous passerons la nuit. Nous avons une livraison à effectuer là-bas, et ce sera l'occasion parfaite de repartir depuis un grand hub pour une meilleure liaison vers une autre grande ville. En vol, nous profitons d'une vue spectaculaire. En dessous, Mooloolaba défile avec ses plages dorées et ses vagues prisées des surfeurs. Un peu plus loin, nous survolons Caloundra, une autre ville côtière animée. Nous continuons notre descente vers le sud, passant au-dessus de la vaste île de Bribie, avant de traverser la grande baie de Brisbane. Finalement, nous amorçons notre approche par l'est pour rejoindre l'aéroport international de Brisbane, YBBN. L'atterrissage est fluide, et nous arrivons à bon port sans encombre. Cependant, après une longue journée dans les airs, le transfert vers l'hôtel s'avère interminable. Fatigués, Aïssa et moi n'aspirons plus qu'à une chose, une bonne nuit de repos avant la prochaine étape de notre périple à travers l'Australie. Ce soir, nous savourons la satisfaction d'être enfin arrivés dans le pays des kangourous, prêts à débuter notre grande aventure à travers ce vaste continent. Jour 2. Après une bonne nuit de repos à Brisbane, nous avons ravitaillé en carburant, nos passagers sont à bord, et nous nous préparons pour notre prochaine étape, Sydney. Le vol est estimé à 2h35 pour une distance de 432 nm, soit environ 800 km. Cap au sud, nous survolons d'abord la région montagneuse dominée par le mont Warning, un ancien volcan situé à l'ouest de la Gold Coast. Le paysage est époustouflant, et nous profitons de la vue sur ces chaînes montagneuses avant de rejoindre la côte à Coff Harbour, un port charmant niché entre mer et forêt. Nous suivons ensuite la trajectoire de l'autoroute 1, qui serpente le long du littoral vers Port Macquarie et Loriton, deux petites villes côtières. À mesure que nous nous rapprochons de Sydney, le paysage devient plus urbain, et nous survolons des cités bordant de vastes lagunes à proximité de Newcastle. Enfin, l'imposante silhouette de Sydney se dessine à l'horizon. Nous passons au-dessus de la ville par l'est, apercevant l'emblématique opéra de Sydney et le célèbre Harbour Bridge, avant de nous aligner pour l'approche de l'aéroport international Kingsford Smith, ici, piste 34R Sud. L'atterrissage se déroule sans encombre, et nous sommes bien arrivés à Sydney, prêts à profiter de cette grande ville dynamique. À demain pour la suite de notre aventure. Jour 3. Le jour se lève à peine sur Sydney lorsque nous nous préparons pour le décollage. Le ciel est menaçant, chargé de nuages épais, et une pluie battante fouette le tarmac. Les conditions météorologiques sont loin d'être idéales, mais nous sommes prêts à affronter cette journée. Notre objectif est d'atteindre Imavallon, à l'ouest de Melbourne, en volant à une altitude relativement basse de 7000 pieds en raison des turbulences.
À peine avons-nous quitté Sydney que les premières secousses se font sentir. La pluie tambourine contre le fuselage, et nous volons presque à l'aveugle, plongeant dans une couche nuageuse dense. Notre premier point de repère, la capitale australienne Canberra, n'est qu'une ombre dans la brume matinale. Nous distinguons à peine les contours de la ville et du lac Burley-Griffin, qui s'étend au cœur de la capitale. C'est une étrange sensation de survoler un lieu aussi important sans pouvoir l'admirer pleinement, mais le jour peine à se lever, et le soleil est masqué par une couverture nuageuse tenace. Alors que nous poursuivons notre route vers le sud, les nuages commencent à se dissiper à proximité de Cooma, une petite ville nichée dans les Snowy Mountains de la Nouvelle-Galles du Sud. La région est connue pour ses montagnes escarpées et ses stations de ski, et bien que nous ne soyons pas assez bas pour voir les détails, nous imaginons les pentes enneigées et les vallées boisées qui s'étendent en contrebas. Notre vol continue, et nous survolons le parc national de la Snowy River, un vaste territoire sauvage couvert de forêts denses et de rivières sinueuses. Ce parc est l'une des plus grandes zones protégées d'Australie, et il offre un contraste saisissant avec les paysages côtiers que nous avons traversés plus tôt. Ici, la nature règne en maître, et il est facile d'imaginer la faune abondante qui y trouve refuge, des kangourous aux oiseaux rares. Après avoir franchi ces terres sauvages, nous commençons notre descente vers la côte. Le temps s'éclaircit progressivement, et nous apercevons enfin la ville de West Sal, une petite bourgade côtière de la région agricole de Gippsland. Cette région est réputée pour ses grandes exploitations laitières et ses pâturages verdoyants. À perte de vue, des champs soigneusement entretenus bordent des fermes isolées, témoignant de l'importance de l'agriculture dans cette partie de l'Australie. Nous virons ensuite vers l'ouest, laissant West Sal derrière nous pour prendre la direction de Melbourne. À mesure que nous approchons de cette grande métropole, le paysage se transforme. Les vastes étendues rurales cèdent la place à des zones plus peuplées, et nous nous préparons à traverser la baie de Port Phillip, une grande étendue d'eau qui borde Melbourne au sud. La baie est majestueuse, avec ses eaux calmes et ses nombreuses petites îles qui parsèment l'horizon. Nous suivons la côte et observons les plages de sable qui s'étirent le long des rives, les bateaux de plaisance qui voguent tranquillement, et les quartiers résidentiels qui s'étendent à perte de vue. Notre destination, Avalon, est située à l'ouest de Melbourne, de l'autre côté de la baie. Contrairement à l'agitation de la grande ville, Avalon est une région plus calme, peu peuplée, avec un aéroport principalement utilisé pour des vols domestiques et des opérations industrielles. Nous entamons notre approche sur la piste 36 Sud, profitant d'une vue panoramique sur les vastes étendues agricoles et les collines ondulées qui caractérisent cette partie de l'État de Victoria. Après 2h54 de vol, l'atterrissage se déroule sans encombre, et nous nous posons enfin dans cette région paisible, loin de l'effervescence urbaine. Avalon se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Melbourne, offrant une tranquillité contrastant avec la dynamique métropole qui n'est qu'à quelques minutes de vol. Fatigués mais satisfaits de cette nouvelle étape, Aïssa et moi sommes prêts à découvrir cette région avant de reprendre le ciel pour la prochaine aventure. Après un déjeuner rapide dans un petit restaurant local près de l'aéroport, nous sommes à nouveau prêts à prendre les airs. Notre prochaine étape nous emmène vers une destination mythique, la Tasmanie. Le vol devrait durer environ 1h45 pour rejoindre YMH Beobar, à l'extrême sud de cette île sauvage, bien connue pour être un port d'accueil des grands aventuriers et des courses à la voile autour du monde. Nous quittons la région de Port Phillip en laissant derrière nous les vastes étendues urbaines de Melbourne et la tranquillité de la baie. Le paysage change rapidement à mesure que nous prenons de l'altitude. Notre cap est désormais fixé sur le sud, en direction de King Island, une petite île plate au cœur du détroit de Bass. Connu pour son agriculture, ses vastes pâturages et sa production laitière, King Island marque la transition entre l'Australie continentale et la Tasmanie. Alors que nous approchons de l'aéroport de l'île, nous ajustons notre cap, mettant désormais le cap plein sud en direction de la grande île de Tasmanie. La traversée du détroit de Bass est calme, et sous nos ailes, nous apercevons l'immensité de l'océan qui sépare le continent de cette île si particulière. Peu après, les premières côtes de la Tasmanie apparaissent à l'horizon. Nous approchons de la ville de Smithton, une petite localité nichée dans le nord-ouest de l'île. La région est riche en forêts denses, et l'agriculture y occupe une place importante, bien que la densité de population soit faible. Nous poursuivons notre vol vers le sud, en longeant la côte ouest de l'île. À notre gauche, la mer de Tasman, et à notre droite, des chaînes de montagnes et des forêts inexplorées. Ce côté de la Tasmanie est souvent décrit comme l'une des plus sauvages d'Australie, avec des forêts primaires et des zones protégées inaccessibles par la route. Après un survol rapide de Strahan, une petite ville portuaire nichée au pied des montagnes et célèbre pour ses croisières le long du Gordon River, nous opérons un virage à 90 degrés vers l'est.
Alors que nous approchons de notre destination, la capitale Hobart, nichée au sud de l'île, nous admirons le contraste frappant entre les montagnes escarpées de l'intérieur et les plages de sable blanc qui bordent la côte. Hobart, la ville la plus méridionale d'Australie, est réputée pour sa beauté naturelle, ses bâtiments historiques et son lien profond avec la mer. En descendant vers l'aéroport, nous suivons les courbes de la rivière Derwent, qui serpente à travers la ville avant de se jeter dans la mer. L'aéroport de Hobart se situe juste au sud de la ville, et nous nous alignons pour une approche sur la piste 30 sud, face au large. Après un atterrissage en douceur, nous nous posons sur cette île emblématique. C'est la fin de cette longue journée de vol, et alors que nous stationnons l'avion, nous discutons déjà de nos plans pour la soirée. Ce soir, après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, nous partons explorer Hobart. Une promenade dans le quartier historique de Battery Point ou le long des quais animés, suivie d'un dîner de fruits de mer frais avec vue sur le mont Wellington, serait une belle façon de conclure la journée. C'est la fin parfaite pour une journée de vol intense, avant de reprendre notre périple demain. Jour 4. Nous nous réveillons à Hobart, à l'extrême sud de la Tasmanie, alors que le soleil commence à peine à poindre à l'horizon. Le froid matinal nous pousse à accélérer les préparatifs, et très vite, nous sommes de nouveau en l'air, prêts à poursuivre notre aventure. Notre objectif est de retourner à Melbourne, mais cette fois-ci, en survolant le cœur sauvage et aride de la Tasmanie. La Tasmanie est une île fascinante, connue pour ses paysages variés et sa nature préservée. Les hommes y ont élu domicile depuis des siècles, s'adaptant à cette terre isolée, rude mais magnifique. Alors que nous gagnons de l'altitude, nous quittons Hobart pour suivre une route qui nous mène au nord, vers Launceston, deuxième plus grande ville de l'île. Nous changeons de cap ici pour rejoindre la côte nord-est et survoler Cap Barren Island, une île habitée par une petite communauté qui vit dans une nature intacte, marquée par de vastes plages et des montagnes abruptes. Peu après, nous atteignons Flinders Island, la plus grande des Furneaux Islands, connue pour ses fermes et ses paysages spectaculaires. Ensuite, la traversée du détroit de Bass commence, une étendue d'eau large et parfois capricieuse, qui sépare la Tasmanie du continent australien. Nous passons au-dessus de Deal Island, un rocher escarpé au milieu de l'océan, où seul un phare solitaire témoigne de la présence humaine. En approchant du continent, nous survolons le promontoire de Wilson, un parc national réputé pour ses plages immaculées et ses forêts d'eucalyptus. Nous remontons ensuite vers le nord-ouest, apercevant Phillip Island, célèbre pour sa colonie de manchots, et French Island, une terre sauvage au cœur de la baie de Western Port. L'approche de Melbourne est spectaculaire. Nous survolons cette métropole vibrante, où se mêlent gratte-ciel modernes, quartiers historiques et parcs verdoyants. Après 2h34 de vol, nous entamons notre descente et nous alignons avec la piste 34 de l'aéroport international de Melbourne, YMML. Une fois au sol, nous sommes ravis d'être ici, prêts à continuer notre aventure vers l'ouest de l'Australie, impatients de découvrir de nouveaux horizons. Notre après-midi s'annonce bien rempli, car nous devons effectuer un vol jusqu'à Adélaïde. Dès notre arrivée à Melbourne, le ciel s'est rapidement assombri, et c'est sous une pluie battante que nous nous apprêtons à décoller. Avant de rejoindre Adélaïde, nous avons une escale rapide prévue à Avalon, non loin de Melbourne, sur le même aéroport d'où nous avions décollé hier. Le court trajet se fait dans des conditions difficiles, la pluie rendant chaque manœuvre délicate. À notre arrivée à Avalon, l'orage continue de sévir, mais cela ne nous empêche pas de redécoller, espérant que le mauvais temps ne s'étendra pas jusqu'à notre destination. Le vol vers Adélaïde traverse des paysages variés. Nous apercevons des terres agricoles, parfois interrompues par des étendues plus arides, typiques de cette région du sud de l'Australie. Cependant, le mauvais temps nous accompagne presque tout au long du voyage. Malgré les turbulences, nous tenons bon et continuons à espérer une éclaircie à l'approche d'Adélaïde. Après avoir parcouru environ 660 km à une vitesse d'environ 300 km/h, nous approchons finalement de l'aéroport international d'Adélaïde, piste 05. Par chance, juste avant l'atterrissage, une éclaircie apparaît, nous offrant une approche visuelle beaucoup plus rassurante. Je dois admettre que l'idée de poser l'avion à l'aveugle sans assistance automatique me stressait énormément. Mais nous avons eu de la chance, et l'atterrissage se fait sans encombre. Nous sommes bien arrivés à Adélaïde, soulagés d'avoir surmonté ce mauvais temps. Demain, l'aventure continue, et nous espérons que les cieux seront plus cléments pour la suite de notre périple. Jour 5. Nous décollons d'Adélaïde à l'aube, avec la fraîcheur du matin qui rend l'air plus stable, idéal pour s'envoler dans ces régions où la chaleur intense devient vite accablante. Cap au nord-ouest, notre objectif est de rejoindre Ayr Rock, Conelan, au cœur de l'Australie,
là où le désert et les terres arides semblent s'étendre à l'infini. Le ciel est encore chargé de nuages bas, mais à mesure que nous prenons de l'altitude, nous nous élevons au-dessus de la grisaille pour découvrir un lever de soleil spectaculaire. Les premiers rayons du jour percent à travers les nuages, et l'atmosphère, encore teintée de cette douce lumière du matin, prend des teintes dorées et orangées. Nous montons à 8000 pieds, survolant les nuages, et peu à peu, la couverture nuageuse se dissipe. Sous nos ailes, les paysages commencent à se transformer. Nous quittons peu à peu les zones habitées pour plonger dans l'immensité de l'outback australien. En contrebas, le sol devient de plus en plus aride, alternant entre des teintes de brun et de rouge. Par moments, nous apercevons des mines d'extraction, discrètes mais emblématiques de cette région, où l'on extrait depuis longtemps les richesses naturelles de ces terres isolées. Le survol du grand lac Gardner est un moment marquant. Normalement asséché et d'un blanc éclatant, le lac apparaît aujourd'hui tel un miroir liquide dans la simulation, se parant de reflets d'azur qui contrastent avec l'aridité environnante. Le lac, lorsqu'il est plein, se transforme en une surface lisse, aussi vaste que déserte, offrant une vue spectaculaire, presque surnaturelle. C'est comme si cette étendue d'eau était une anomalie dans cette terre de poussière et de sable. Nous continuons notre route, et les paysages sous nos ailes prennent progressivement des nuances d'ocre et de rouge. Le sol semble changeant, comme si la terre elle-même vibrait sous la chaleur et le poids des siècles. Dans la région du Talaranga Conservation Park, le contraste entre les lacs épars et les terres rougeâtres atteint son apogée. Ces quelques réservoirs d'eau sont rares et d'autant plus saisissants dans ce décor désertique. Le panorama est tout simplement à couper le souffle. Alors que nous approchons des montagnes de la région de Pukaja, le relief change, avec quelques crêtes et formations rocheuses qui surgissent de nulle part dans cette mer de sable. Puis, soudain, à l'horizon, nous apercevons la silhouette d'Uluru, le rocher emblématique de l'Australie. Le fameux monolithe, gigantesque et majestueux, se dresse au milieu du désert, sa couleur rougeoyante éclatant sous le soleil ardent. Nous en faisons un survol panoramique, admirant ce symbole sacré, avant d'entamer notre descente vers l'aéroport d'Ayerrock, Conelan, non loin de la petite ville de Yulara. Une fois au sol, nous avons l'occasion de nous aventurer avec nos passagers pour quelques heures de découverte. Entre la culture aborigène, les récits des guides et la beauté unique d'Uluru, cette escale devient bien plus qu'un simple arrêt, c'est une immersion dans une histoire millénaire, qui semble résonner à travers chaque pierre, chaque grain de sable. L'après-midi avance, et il est déjà temps de reprendre les airs. Notre prochaine étape, Umrah, au sud. Le vol de 2h43 se fait dans un calme apparent, avec des paysages similaires mais non moins saisissants qui défilent sous nos ailes. Nous repassons au-dessus de plaines arides, de quelques lacs salins et de formations rocheuses, jusqu'à ce que Umrah, isolé et modeste, apparaisse enfin. À l'atterrissage, une réalité se dessine, bien que ces vols soient splendides et permettent de découvrir l'Australie sous un autre jour, il manque de rentabilité. Avec seulement 2361 kg de fret transportés aujourd'hui et peu de passagers, les trajets sont coûteux. Les compagnies locales nous confirment que la demande reste faible dans cette région reculée, en partie en raison de la faible densité de population et de l'absence de flux touristiques réguliers. L'ouest de l'Australie, avec sa promesse de paysages encore plus sauvages et de nouvelles découvertes, nous attire. Mais il est difficile de trouver des passagers et des clients pour rentabiliser des vols intermédiaires en longeant le sud du pays jusqu'à Perth. Pour l'heure, notre route reste incertaine, et les discussions sont ouvertes pour trouver des solutions et des itinéraires plus adaptés. Demain, nous espérons que de nouvelles opportunités se présenteront, et que nous pourrons continuer notre périple vers l'inconnu. Jour 6. Le jour se lève à peine sur Umrah alors que nous embarquons dans l'avion, le cœur un peu lourd. Ce n'est pas vraiment le départ que nous avions espéré, seulement 2106 kg de fret et aucun passager pour rentabiliser notre trajet vers l'ouest. Pourtant, la beauté de l'Australie centrale nous appelle, et même si ce vol s'annonce sans surprise, nous nous accrochons à l'idée d'une nouvelle journée de découverte. Notre destination est Coober Pedy, une petite ville minière perdue au milieu de l'outback, à environ 1 heure de vol. Dès le décollage, nous traversons un ciel dégagé et profitons de la fraîcheur du matin, appréciant la vue sur les terres arides qui s'étendent à perte de vue. En survolant ces paysages, je pense à nos trajets en Calédonie entre Tontouta et Koné, où les vols sont courts mais intenses. Ici, toutefois, le désert a quelque chose de plus brut, de plus sauvage. En nous approchant de Coober Pedy, le paysage devient encore plus intrigant. Cette ville est célèbre pour ses habitations troglodytiques, la chaleur ici est si intense en été que la plupart des résidents vivent sous terre, dans des maisons creusées dans le roc.
En apercevant les collines parsemées de terrils, ces monticules de terre laissés par l'extraction des opales, nous ressentons tout le poids de cette ville minière isolée. C'est un endroit où le temps semble s'arrêter, où la vie se plie aux caprices du désert. Nous posons l'avion à l'aéroport de Coober Pedy, une simple piste entourée de sable et de quelques bâtiments modestes. Un court arrêt nous permet de décharger le fret, mais la suite de la journée s'annonce incertaine. Nous espérions que la compagnie locale nous trouverait enfin un vol intéressant vers l'ouest, mais rien de concret ne se profile. Après quelques discussions et quelques coups de téléphone, nous décidons de faire le chemin retour vers Adélaïde. Ce n'est pas la direction que nous voulions prendre, mais c'est la seule solution pour maintenir notre rythme et espérer décrocher un vol plus rentable depuis un hub de cette envergure. En redécollant de Coober Pedy, nous traçons une route légèrement différente, remontant d'abord un peu vers le nord pour découvrir d'autres paysages. Bientôt, le grand lac Torrent s'étend sous nos ailes, comme une immense surface blanche et saline. Habituellement à sec, le lac Torrent ressemble davantage à une mer intérieure de sel, créant un contraste saisissant avec les terres ocres environnantes. Survoler cet endroit est un spectacle en soi, presque irréel, et je ne peux m'empêcher de penser à la manière dont ce désert transforme chaque détail en un tableau saisissant. Nous longeons ensuite le golfe Spencer, dont les eaux miroitent sous le soleil montant. Au loin, les premières habitations de la région d'Adélaïde commencent à apparaître. Le golfe Saint-Vincent se dessine alors devant nous, et avec lui la silhouette familière d'Adélaïde, qui marque notre retour au point de départ d'il y a 2 jours. Alors que nous approchons de la ville, la météo est enfin de notre côté, et l'air est remarquablement calme. Nous sommes autorisés à effectuer une approche par le nord, ce qui nous donne l'occasion de survoler la ville dans toute sa splendeur matinale. L'étalement urbain se déroule sous nos yeux, et nous distinguons clairement les bâtiments du centre-ville entourés de parcs et de quartiers résidentiels bien agencés. Alors que nous frôlons presque le centre-ville, je suis frappé par le contraste entre le dynamisme d'Adélaïde et l'immensité déserte de l'Outback que nous venons de quitter. Ce retour sur la piste 23 marque la fin d'une journée pleine d'images et de sensations, mais nous espérons tous deux que notre prochain vol nous emmènera vers des horizons plus prometteurs. Ce soir, nous ferons tout pour trouver une liaison rentable pour l'Ouest, et nous repartons de l'aéroport avec l'espoir que cette grande ville nous offre enfin la destination idéale vers le Grand Ouest australien. Après un rapide déjeuner et un dernier coup d'œil à notre plan de vol, nous embarquons avec quelques passagers, direction Kalgoorlie-Boulder. Notre trajet enfin vers l'ouest est exaltant, mais le coût de ce vol nous inquiète, 1047 milles nautiques, soit plus de 6h30 de vol pour un fret léger et des finances qui s'épuisent. Malgré tout, il nous faut franchir cet immense no man's land pour rejoindre des contrées plus propices. Cette traversée nous promet de rencontrer des paysages mystérieux, où les histoires et les légendes s'imbriquent dans les dunes, les falaises et les lacs salés. Nous décollons de la piste 23 d'Adélaïde, profitant d'une dernière vue sur les collines qui ceinturent la ville avant de basculer vers l'immensité de l'ouest. Rapidement, nous laissons derrière nous la civilisation et planons au-dessus du golfe Saint-Vincent, étendue paisible, où jadis des baleiniers traquaient les géants des mers. Peu après, le golfe Spencer se dévoile, ses eaux parsemées d'îles qui apparaissent comme des mirages dans l'aridité du désert australien. On raconte que ces îles abritent une faune singulière, relique de l'évolution isolée des terres australes. On vire à Kimba Aérodrome, et de là, notre seule ligne de référence est l'Air Highway, une route interminable qui traverse le désert avec une détermination silencieuse. Au-delà de Kimba, l'immensité de la plaine s'étend à perte de vue, ponctuée çà et là de mines à ciel ouvert qui exploitent l'ocre du sol, terre promise des premiers explorateurs à la recherche de l'opale et de l'or. Nous frôlons la côte, et bientôt, les îles de l'archipel de nuit émergent de l'océan. Ces îlots sauvages sont inhospitaliers pour l'homme, mais le domaine des oiseaux marins et des phoques qui viennent s'y abriter. L'air est chargé de mystères, et en survolant ces dunas, on imagine aisément les récits des habitants qui vivent de la pêche et de la récolte de fruits de mer, un mode de vie rude et solidaire. Autour de nous, les rivages cèdent la place aux dunes immaculées de Délicé sans île, vastes collines de sable blanc comme si un désert gelé s'étendait jusqu'aux falaises. Nous passons Eucla, petit point sur la carte, avant de longer les falaises abruptes du Grand Australian Bight, où la terre se fond dans l'océan avec une brutalité saisissante. C'est ici, dit-on, que les marins du 19e siècle rapportaient des histoires de créatures étranges aperçues depuis leurs navires. Alors que nous poursuivons notre chemin, Cocklebeedy marque l'entrée sur la plus longue ligne droite d'Australie, une route de 145,6 km, si droite qu'on dit que l'on peut voir son extrémité par temps clair. En suivant cette bande sans fin, nous nous amusons à frôler le sol, survolant les camions et les caravanes qui bravent ces étendues désertiques.
Nous virons à droite après Baladonia pour aborder une seconde ligne droite, plus courte mais tout aussi mystérieuse, qui nous mène à travers la réserve naturelle de Dundas. Ici, on entre dans une zone presque lunaire, avec des lacs salés et des mares dont les eaux scintillent sous le soleil, pareil à des mirages. En approchant de Norcement, une étrange ville minière où l'on exploite nickel et or, on peut apercevoir les immenses excavations laissées par les chercheurs de richesses du passé. La légende veut que Norcement ait été fondé suite à la découverte d'une veine d'or par un homme qui suivait les traces de son cheval, nommé Norcement. Depuis, la région est une plaque tournante pour les mines, et chaque parcelle de terre semble receler un trésor enfoui, jalousement gardé par les sables et les pierres. Nous poursuivons notre vol, toujours entourés de ce décor martien, jusqu'à Kalgoorlie Boulder, véritable ville minière. L'approche est surprenante, des collines orangées, des sols marqués par des excavations et des machines colossales. Nous atterrissons finalement sur la piste 36. Ici, tout semble différent, presque irréel. Les paysages de Kalgoorlie sont comme des cicatrices sur le sol rouge de l'Australie, des fosses béantes extrayant lors de cette terre millénaire. Le sentiment d'être au bout du monde est plus fort que jamais. Nous débarquons, impatients d'explorer ce lieu mystérieux, où les terres dénudées et les légendes aborigènes se mêlent à l'histoire des pionniers. Jour 7. À 6h30 ce matin, nous quittons Kalgoorlie Boulder, cœur battant de l'Australie minière. Notre DC-3 décolle dans la lueur pâle du matin, et rapidement, nous effectuons un tour au-dessus de la ville pour offrir aux passagers une vue plongeante sur l'immense mine à ciel ouvert qui borde ses limites. Une excavation colossale, cicatrice rougeâtre dans le paysage, où le sol a été retourné par des décennies d'extraction minière. C'est le dernier vestige de la ruée vers l'or qui a façonné l'histoire de cette région. Cap à l'ouest, direction Perth, la cité à l'extrême ouest du continent, à plus de 1600 km. La traversée s'annonce longue, mais l'esprit de l'équipage est revigoré par la promesse de nouveaux horizons. Très vite, la ville minière disparaît sous un tapis de nuages et de poussière, et nous pénétrons un territoire où la nature règne en maître. Notre altitude nous permet d'apercevoir des formations rocheuses et des étendues de sable brûlant. De temps à autre, quelques lacs salés brillent comme des miroirs argentés sous la lumière matinale, réminiscence de cours d'eau disparus, isolés dans cet océan aride de poussière et de silence. Au fil des heures, la désolation s'efface pour laisser place à des exploitations agricoles, des parcelles de terre géométriques, séparées par des routes en terre battue qui tracent des lignes droites à l'infini. Nous sommes encore à plus de 350 km de Perth, mais déjà, les hommes et leurs machines ont transformé cette terre en un paysage organisé, domestiqué. Pourtant, à cette altitude, ces fermes semblent minuscules, presque égarées dans l'immensité sauvage de l'outback. Les champs et les enclos s'étirent sur des kilomètres, et il est difficile de croire que nous sommes si loin de toute trace d'urbanisation. Après un long moment à survoler ces parcelles, les vastes étendues agricoles disparaissent brusquement pour révéler des montagnes basses et boisées à l'horizon. Nous entamons notre traversée de la Mandarin State Forest, étendue verte et dense, couvrant des kilomètres carrés de collines et de vallées. Cette forêt, bordée d'eucalyptus majestueux, forme une barrière naturelle aux portes de Perth. Enfin, l'urbanisation se fait visible. Quelques routes sinueuses tracent leur chemin à travers la végétation, puis, tout à coup, Perth surgit, imposante et vibrante, étendue au bord de l'océan Indien. Sa densité contraste brutalement avec l'immensité que nous avons laissée derrière nous. Je m'attarde un instant, captivé par les lignes ordonnées des gratte-ciel et l'éclat métallique des bâtiments au soleil. Au loin, les eaux bleues de l'océan Indien miroitent, et je prends conscience que nous avons traversé l'Australie d'est en ouest, sur plus de 3600 km. Dans l'effervescence du moment, je rate l'alignement initial pour l'approche sur la piste 03 de Perth. Je décide alors de faire demi-tour au-dessus de la ville, nous offrant un panorama magnifique. Les zones résidentielles et industrielles se dessinent en un maillage dense, et plus loin, les quais du port de Fremantle témoignent du dynamisme de cette ville à la croisée de l'outback et du monde maritime. Finalement, je stabilise l'avion et prépare une seconde approche vers la piste 03. Le DC-3, fidèle compagnon, se pose en douceur sur le tarmac de Perth, sous les applaudissements des passagers. L'équipage et moi échangeons un sourire de fierté, nous avons achevé une traversée inoubliable, unissant les deux côtes de ce continent mystique. Après une courte sieste bien méritée pour récupérer de notre traversée, nous réévaluons nos finances, malheureusement toujours précaires. Malgré la faible demande, 2 vols s'annoncent pour cet après-midi. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter, car même si les vols ne sont pas très rentables, ils promettent de nous faire découvrir de nouveaux horizons, ce qui est toujours un plaisir.
Nos calculs montrent tout de même un vol plutôt profitable vers le sud de Perth, à destination de Busselton. Avec un cargo de 2412 kg sur une capacité maximale de 2767 kg, nous décollons en direction de cette petite ville côtière. Dès notre envol, nous prenons un moment pour admirer Perth en contrebas et faisons un passage au-dessus de l'aéroport. Nous survolons ensuite Fremantle, son port animé, avant de longer les plages immaculées bordées d'hôtels et de sable blanc, profitant des vues imprenables sur la côte. Nous passons ensuite les paysages variés de la lagune de Boudalan Nature Réserve et de Coolgerenu Nature Réserve. Mais le temps se dégrade rapidement lorsque nous approchons de la forêt dense de Mialup. La pluie s'intensifie, réduisant notre visibilité. Nous poursuivons, passant au-dessus des petits aéroports régionaux, notamment Bimburi Airport et la zone agricole de Elgin, puis Capel et sa petite rivière qui serpente dans la verdure. À l'approche de Busselton, les nuages sombres s'amoncellent, et je procède à une approche main droite pour la piste 03. Un coup d'œil aux instruments et un ajustement manuel permettent d'atterrir avec précision malgré l'orage qui tonne au-dessus de nous. Nous débarquons et embarquons rapidement le cargo, protégé tant bien que mal de la pluie battante. Notre départ doit être imminent, et les premières secousses du décollage sont prévisibles sous ce temps orageux. Une fois en l'air, le ciel se dégage légèrement, offrant une accalmie bienvenue. Profitant du fait que nous n'avons pas de passagers à bord, je décide de faire un léger détour pour survoler la mine de Shot, un vaste site d'extraction. Plus loin, nous passons au-dessus de la Worsley Alumina et ses installations industrielles, bordées d'une épaisse forêt qui s'étend à perte de vue. Peu après, un virage en direction de Harvey Dam nous emmène encore plus à l'intérieur des terres. Le mauvais temps s'intensifie alors que nous nous rapprochons de la côte, et les orages maritimes limitent notre visibilité, offrant un contraste frappant avec la lumière écrasante du désert que nous avons quitté ce matin. Reprenant la route vers la côte, nous atteignons Port Kennedy et enchaînons les baies, survolant Garden Island et sa base navale de Stirling sous des grains battants. Nous continuons malgré les rafales jusqu'à Rottnest Island, une petite île face au port de Fremantle. Le vent souffle en travers à plus de 35 nœuds, rendant la manœuvre d'approche plus que délicate. Je contrebraque avec précision pour nous aligner sur la piste de l'aéroport minuscule de l'île. Après quelques moments de tension, nous touchons enfin la piste, secouée par la tempête, et je peine même à maintenir l'appareil dans l'axe pour rejoindre l'aérogare. La tempête fait rage, et j'anticipe déjà les défis du décollage à venir. Lorsque le moment de repartir arrive, je prends toutes les précautions, d'autant que cette fois, nous avons des passagers à bord, venus admirer les beautés naturelles de l'île. Le vent en travers secoue l'avion dès les premiers instants, et les passagers sont aux aguets. Pour leur confort, nous montons progressivement en altitude, prenant soin de ne pas heurter une rafale. En survolant la pointe de l'île, nous nous dirigeons enfin vers Perth, le vent devenant enfin favorable. La vue depuis notre altitude est à couper le souffle, même sous la pluie, l'île dévoile ses contours et ses criques baignées d'une lumière douce. On imagine aisément sa splendeur par beau temps. Alors que nous nous rapprochons de Perth, les nuages lourds et sombres s'amoncellent au-dessus de la ville, créant un panorama impressionnant sur fond de gratte-ciels étincelants sous la pluie. Notre approche finale sur l'aéroport principal de Perth se déroule sans accroc, et nous atterrissons sous un déluge, clôturant ainsi cette journée riche en découvertes et en défis aériens. Le soir venu, nous nous préparons à explorer la vie nocturne de Perth, profitant d'un repos bien mérité avant notre prochaine aventure. Jour 8. Après des jours de recherches intensives pour trouver des vols rentables, l'idée nous vient enfin, et si nous faisions de cette tournée un service unique pour transporter des biens d'un point à un autre au fil de notre route vers l'Est ? Notre circuit autour de l'Australie peut devenir l'opportunité rêvée pour connecter des villages et des communautés rurales qui peinent à faire parvenir leurs produits ou leurs équipements aux bons endroits. Avec notre itinéraire défini et les demandes spécifiques de chaque arrêt, nous pourrions maximiser chaque chargement tout en continuant notre progression, comme un relais géant. Chaque saut de puce devient un maillon essentiel d'une chaîne de livraison itinérante. Le plan est simple, mais exigeant, chaque escale servira de point de déchargement et de rechargement, assurant une continuité dans le transport sans jamais revenir en arrière. Cela signifie aussi de nombreux décollages et atterrissages, souvent sur de courtes distances, avec tout ce que cela implique en termes d'usure pour notre fidèle DCE3. En scrutant la carte, je planifie les premiers sauts de puce d'environ 185 km chacun, chaque étape étant optimisée pour éviter tout retour sur notre trajectoire. La logistique est à la fois passionnante et complexe. Les agriculteurs et éleveurs des différentes communautés répondent présents, chacun apportant son lot de marchandises à expédier vers les villes voisines, des outils agricoles, des produits frais, et même des pièces détachées pour leurs véhicules et machines. Dans chaque ville,
nous échangeons ce fret contre des produits ou équipements qu'ils envoient plus loin, contribuant ainsi à un réseau d'échanges inattendu et inédit pour les habitants. La journée est ponctuée d'innombrables décollages et atterrissages. Nous quittons YPPH, aéroport international de Perth, en fin de matinée, laissant derrière nous les dernières traces d'urbanisation pour nous aventurer vers les vastes étendues agricoles. Après 1 h 04 de vol, nous survolons des parcelles bien ordonnées avant de nous poser sur la petite piste en pleine campagne de Imiu, aéroport de Mingenew. Un vol de 300 km, effectué à 5000 pieds, nous amène à bon port où nous sommes attendus par des paysans du coin, prêts pour les échanges de marchandises. Une fois le fret chargé, nous redécollons en direction de IMWA, aéroport de Mulhouse, situé à 172 km. Le vol ne dure que 23 minutes, survolant une alternance de terres cultivées et de pâturage. L'atterrissage se fait sur une piste modeste, mais bien entretenue. Ici, nous échangeons quelques sacs de grains et récupérons du matériel agricole avant de repartir sans tarder. Prochaine étape, YME, aéroport de Yuin, à 107 km. En seulement 21 minutes, nous atteignons cette bourgade isolée où nous déposons du ravitaillement pour les fermes environnantes. Le climat devient plus aride et les vastes champs de blé laissent place à des terres plus sèches. Nous poursuivons ensuite vers Ipix, aéroport de Pia, situé à 139 km. Le vol dure 36 minutes, nous éloignant encore davantage des zones habitées. L'aérodrome est sommaire, avec une simple piste en terre battue. Un éleveur nous attend avec des ballots de laine à transporter plus loin. Sans tarder, nous mettons le cap sur YMNF, aéroport de Manfred, à 120 km. Après 43 minutes en vol, nous atterrissons au milieu d'une étendue désertique. L'échange est rapide, nous laissons des fournitures et récupérons quelques pièces mécaniques pour des machines agricoles. Notre prochaine destination est Im, aéroport de Mount Hale, à 55 km. Un vol très court de 22 minutes nous y amène, survolant de vastes plaines parsemées d'arbustes secs. Nous déposons des jerrycans de carburant pour les véhicules locaux avant de redécoller. Nous poursuivons ensuite vers YERA, aéroport d'Erabidi-Homestead, situé à 85 km. Un saut de 18 minutes nous permet de rejoindre cet aérodrome isolé, où nous récupérons du courrier et des provisions destinées à Barrow Island. Enfin, pour notre dernier vol de la journée, nous mettons le cap sur YBWX, Barrow Island, à 1428 km. Cette traversée longue de 2 h 07 nous mène au-dessus de vastes étendues désertiques avant de retrouver la côte et, finalement, cette île isolée où une forte demande de denrées et de produits divers nous attendait. Nous arrivons juste à temps pour admirer un coucher de soleil spectaculaire, teintant le ciel d'orange et de pourpre au-dessus de l'océan. La beauté sauvage de cet endroit est inoubliable. Après une journée rythmée par les atterrissages sur des pistes poussiéreuses et les échanges rapides de cargaison, il est enfin temps de nous décrasser et de profiter d'un repos bien mérité. Demain, une nouvelle mission nous attend, cette fois au cœur du pays des mineurs du Nord-Ouest, où nous devrons livrer du matériel essentiel au site reculé. Après une nuit réparatrice sur Barrow Island, YBWX, une île située à environ 60 km du continent australien est reconnue pour sa biodiversité unique ainsi que pour le projet Gorgon, l'une des plus grandes initiatives de gaz naturel liquéfié au monde. Nous entamons la journée avec un briefing détaillé avec l'équipage. Aujourd'hui, notre mission est essentielle, acheminer travailleurs et matériel vers divers sites miniers de la région. Aux commandes de notre robuste Douglas DC-3N 4296M, nous nous préparons à une série de vols courts reliant des exploitations isolées au cœur du désert australien. Le soleil commence à peine à illuminer l'horizon lorsque nous effectuons les derniers préparatifs. Avec un ciel dégagé et des vents favorables, nous décollons en douceur de Barrow Island, YBWX, pour un premier vol de 19 minutes et 81 km en direction de Mardi Station, YMDZ. En route, nous survolons des étendues arides parsemées de formations rocheuses typiques de la région de Pilbara, offrant un panorama saisissant de terre rouge contrastant avec le bleu du ciel. L'atterrissage se fait sur une piste poussiéreuse au cœur du bush. Quelques travailleurs descendent de l'avion, tandis que nous chargeons du matériel destiné aux exploitations plus au sud. Sans perdre de temps, nous redécollons vers Solomon, Isole, une mine d'importance capitale pour la région. Ce vol de 47 minutes et 254 km nous fait monter à 5000 pieds, survolant des paysages fascinants où s'étendent des terres ocres et des reliefs escarpés. Nous apercevons en contrebas des formations géologiques uniques, témoins de l'histoire minière riche de la région. L'approche demande de la concentration, la piste étant entourée de collines rocheuses. Nous posons le DC-3 en douceur, et une équipe de mineurs monte immédiatement à bord,
pendant que le carburant est rapidement ravitaillé. Le ciel reste parfaitement dégagé lorsque nous prenons de l'altitude pour rejoindre Paraburdo Gold Project, YPGP, une exploitation aurifère en plein désert. Ce vol de 43 minutes et 200 km se déroule sous une chaleur écrasante, nous obligeant à ajuster les performances de l'appareil pour compenser l'air plus chaud et moins dense. En chemin, nous survolons des zones où la végétation est rare, ponctuée de rivières asséchées et de crêtes rocheuses. À l'arrivée, la piste est rudimentaire, mais le DC-3 gère parfaitement ces conditions. Nous débarquons une partie du matériel et quelques mineurs avant de recharger l'appareil avec des pièces de rechange et des équipements de sécurité pour le prochain site. Un saut de plus de seulement 9 minutes et 56 km nous mène à Paraburdo, Itbo, un aéroport plus développé que les précédents. L'atterrissage sur une piste asphaltée est plus confortable que ceux effectués sur terre battue jusqu'ici. Cette région est connue pour ses riches gisements de fer, et nous apercevons les infrastructures minières s'étendant à perte de vue. Nous profitons de cette escale logistique rapide pour effectuer un échange d'équipage et prendre quelques caisses supplémentaires à destination du prochain site minier. Nous mettons maintenant le cap sur West Angela, YANG, une autre exploitation clé de la région. Ce vol de 29 minutes et 141 km nous fait grimper à 6000 pieds, nous permettant d'économiser du carburant tout en évitant les turbulences de surface. En route, le paysage alterne entre plateaux désertiques et chaînes de montagnes, offrant des vues spectaculaires sur le bush australien. L'atterrissage est maîtrisé, et nous procédons à un échange rapide de passagers et de marchandises avant de repartir vers la dernière destination de la journée. La dernière étape nous conduit à Koudedri, YKDD, après 20 minutes et 96 km de vol dans des conditions de chaleur extrême. Cette mine, encore en développement, est entourée de vastes étendues sauvages, illustrant l'isolement des sites miniers australiens. Malgré l'âge du DC-3, l'avion reste fiable et robuste face aux défis de l'aviation en milieu reculé. L'arrivée est fluide, et nous déchargeons le dernier lot de matériel essentiel pour la maintenance des équipements miniers. Après cette journée bien remplie, nous apprécions la satisfaction du travail accompli. Chaque vol a été une réussite, et nous avons contribué de manière cruciale au bon fonctionnement de ces exploitations reculées. Alors que le soleil décline sur l'horizon désertique, nous nous installons pour un repos bien mérité, sachant que demain nous réserve sans doute une nouvelle mission tout aussi exigeante. Jour 10. Après une série de vols exigeants dans l'outback australien, nous avons enfin terminé notre mission de réapprovisionnement des sites miniers isolés. Notre engagement a porté ses fruits, la compagnie annonce que nos efforts ont renfloué les caisses, et notre passage au journal télévisé régional a permis de nous faire connaître auprès d'une clientèle plus large. Désormais, une série de vols bien plus rentables nous attend, marquant le début d'un retour progressif vers la côte est. La journée s'annonce chargée, avec pas moins de 10 vols à assurer. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, chaque minute compte. L'aube se lève sur Koudedri, YKDD, dévoilant un ciel dégagé et prometteur. Après un dernier contrôle des cargaisons et des passagers, nous mettons en marche le Douglas DC-3 N4296M, dont les moteurs Pratt et Whitney ronronnent avec fiabilité. Le plan de vol est clair, cap au nord-ouest en direction de Curtin, Issin, un vol de 3 heures et 12 minutes sur 512 km, avec quelques détours pour desservir plusieurs points clés en chemin. À 6 heures, nous quittons la piste en douceur, laissant derrière nous la terre rouge du Pilbara. Une fois en palier à 5500 pieds, nous mettons le cap sur Port-Edlan, YPPD, l'un des plus grands ports minéraliers du monde. En survolant cette ville industrielle, nous apercevons les gigantesques infrastructures portuaires, où d'énormes vraquiers chargent leurs précieuses cargaisons de minerais de fer avant de partir vers la Chine et d'autres marchés internationaux. Après avoir laissé Port-Edlan derrière nous, nous virons à droite en direction de Yandeyara, Ibre, une petite communauté aborigène nichée dans l'arrière-pays. Le paysage se transforme progressivement, les étendues désertiques laissent place à des zones plus verdoyantes, annonçant notre approche des terres du Kimberley. Les cours d'eau sinueux et les formations rocheuses spectaculaires témoignent d'une nature encore préservée. Nous poursuivons notre route vers Broome, YBRM, une ville côtière réputée pour ses plages de sable blanc et son histoire liée à l'industrie perlière. En descente progressive, nous survolons Cable Beach, une étendue immaculée bordant l'océan Indien, avant de continuer vers notre destination finale. L'aéroport de Curtin, Issin, apparaît bientôt à l'horizon. Ancienne base de la Royal Australian Air Force, il dispose de longues pistes pouvant accueillir de gros porteurs. Nous effectuons une approche fluide et touchons le sol après plus de 3 heures en vol. À peine l'avion immobilisé, l'équipe au sol se charge du déchargement, tandis que nous préparons déjà la prochaine mission.
La journée ne fait que commencer, et notre carnet de commandes est encore bien rempli. Notre prochaine mission nous emmène encore plus à l'est, en direction de l'aéroport d'Argyle, YARG, situé à proximité de l'une des mines de diamants les plus célèbres d'Australie. Le plan de vol prévoit une montée à 6000 pieds, avec une traversée de 528 km en 1h54 minutes. Le soleil monte dans le ciel alors que nous alignons le DC-3N 4296M sur la piste 11. Le décollage est fluide, et nous prenons rapidement de l'altitude en quittant la côte pour pénétrer à nouveau dans l'immensité de l'Outback. Cap à l'est, nous entrons dans une région marquée par de gigantesques formations géologiques. Sous nos ailes, le mont Hord et le mont Leake s'élèvent au milieu du désert, témoins d'un passé géologique mouvementé. Les reliefs accidentés dessinent des ombres marquées sous le soleil ardent, créant un contraste saisissant entre les plateaux rouges et les vallées verdoyantes qui subsistent autour des rivières éphémères. Nous poursuivons notre route vers Owl Creek, IAD, une petite ville autrefois en plein essor lors de la ruée vers l'or. En survolant cette région, nous apercevons les traces des anciennes exploitations minières qui ont façonné le paysage. Plus loin, nous atteignons Bedford Downs, YBDF, une station d'élevage isolée nichée entre les montagnes. Nous virons légèrement vers le nord en direction du village de Warmin, un territoire aborigène traversé par la Great Northern Highway, puis passons au-dessus de Turkey Creek, Itki, un cours d'eau qui serpente à travers le bush australien. Le paysage change à l'approche d'Argyle, des étendues de savane laissent place à une immense excavation circulaire. C'est la mine de diamants d'Argyle, l'une des plus vastes au monde, célèbre pour ses diamants roses extrêmement rares. Située en plein cœur du Kimberley, cette mine à ciel ouvert a profondément marqué l'économie de la région depuis son ouverture. Nous amorçons la descente et effectuons une approche en douceur sur la piste 01 de YARG. Le toucher des roues est précis, et nous freinons progressivement avant de rejoindre l'aire de stationnement. L'air est brûlant lorsque nous sortons du cockpit, et l'éclat du sol rocailleux nous rappelle que nous sommes ici dans l'un des endroits les plus reculés du pays. L'équipe locale nous accueille rapidement pour la prochaine rotation. Ici, le temps, c'est de l'argent, et chaque cargaison doit être acheminée sans retard. À Argyle, YARG, les moteurs du DC-3N 4296M ne restent pas silencieux bien longtemps. À peine la cargaison précédente déchargée, nous sommes déjà prêts pour le prochain vol. Alignés sur la piste 01, nous poussons les gaz et sentons la poussée caractéristique des Pratt & Whitney. L'appareil s'élance, quitte le sol dans un grondement sourd et nous mettons immédiatement le cap à l'est pour un vol de 656 km en 2h27 vers Hudson River, IOF, un aérodrome perdu au cœur de l'Outback. Ici, pas de grande ville ni d'infrastructure moderne, juste une piste en terre au milieu de nulle part, où notre cargaison est attendue. Rapidement après le décollage, nous apercevons sous nos ailes le lac Argyle, une immense retenue d'eau qui tranche avec l'aridité du territoire environnant. Son bleu profond contraste avec les terres rouges du Kimberley, et en le survolant, nous pouvons apercevoir les nombreux bras qui serpentent entre les collines escarpées. Nous poursuivons notre route et passons au-dessus de Kununurra, YKUA, un petit centre agricole vital pour la région. Les canaux d'irrigation y dessinent des lignes géométriques improbables dans le paysage aride, preuve que l'homme s'est adapté à cet environnement hostile. Plus loin, nous survolons Amambidji, Ikil, une petite communauté aborigène isolée où l'aviation n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Les routes y sont rares et souvent impraticables, et sans ces liaisons aériennes, le ravitaillement deviendrait impossible. La suite de notre trajectoire nous mène au-dessus de Victoria River Downs, YVRD, l'une des plus vastes stations d'élevage d'Australie. D'ici, la terre semble infinie, parsemée de maigres eucalyptus et d'enclos disséminés sur des milliers d'hectares. Il faut parfois des heures aux éleveurs pour parcourir leurs propriétés à cheval ou en véhicule tout-terrain, et l'avion reste le seul moyen efficace de communication et de transport. Le paysage devient encore plus sauvage en atteignant Daliwater, YDLW. Plus aucune trace de civilisation, seulement une vaste étendue de brousse et de savane, où la chaleur fait vibrer l'horizon. Nous virons légèrement vers le nord-est, et à l'approche de Hudson River, IOF, la piste en terre battue se dessine enfin dans le paysage. Au sol, quelques véhicules tout-terrain et une poignée d'hommes nous attendent. Ce que nous transportons est vital pour eux, médicaments, pièces mécaniques, matériel de communication. Certains n'ont pas vu d'avion depuis des semaines, et notre arrivée brise momentanément la monotonie de leur quotidien. Après l'arrêt des moteurs, nous descendons sous un soleil de plomb. Ici, le silence règne en maître, troublé seulement par le vent et le cri lointain des corbeaux. La cargaison est livrée, mais déjà, une autre mission nous attend. L'aviation de Bruce ne laisse aucun répit.
Les moteurs du DC-3N 4296M rugissent à nouveau sur la piste poussiéreuse de Hudson River, IOF. Après une rapide inspection de l'appareil et un plein minimal pour ne pas trop alourdir la charge, nous mettons les gaz et nous arrachons au sol, prenant rapidement le cap au nord-ouest en direction de Darwin, YPDN. Ce vol de 519 km en 1 heure et 57 minutes nous ramène progressivement vers la civilisation, contrastant avec les paysages isolés que nous avons traversés jusqu'à présent. En quittant Hudson River, nous entrons rapidement dans les vastes plaines qui annoncent la région de Mataranka. Ici, la végétation devient plus dense, et nous survolons le parc national d'Elsey, célèbre pour ses sources chaudes cristallines qui serpentent au milieu de la forêt tropicale. Un spectacle magnifique vu du ciel, avec les méandres de la Roper River scintillant sous le soleil brûlant du territoire du Nord. Poursuivant notre route, nous approchons de la ville de Catherine et de sa base aérienne, YPTN, un point stratégique pour l'armée australienne et une plaque tournante pour l'aviation de Bruce. En survolant cette région, nous pouvons apercevoir les gorges de Nitmiluk, une série de falaises escarpées creusées par la Catherine River, un paysage saisissant qui tranche avec l'uniformité des plaines environnantes. Un léger changement de cap nous amène ensuite à croiser Pin Creek, YPNC, une petite ville née de la ruée vers l'or au XIXe siècle. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un village tranquille perdu dans l'immensité du bush, où le temps semble s'être arrêté. À l'ouest, les reliefs commencent à se dessiner plus nettement avec la chaîne montagneuse de Mount Wells, dont les sommets brisés dominent la plaine environnante. Alors que nous approchons de Darwin, les signes de civilisation se multiplient. Nous passons au-dessus d'Acacia Hills, puis survolons la petite piste de Enquêté, YMKT, un aérodrome privé utilisé par les fermiers et les pilotes de Bruce. L'urbanisation devient plus dense en atteignant Palmerston, une grande banlieue de Darwin, où l'autoroute Stuart s'étend comme une ligne droite jusqu'à la mer. Enfin, l'aéroport international de Darwin, YPDN, apparaît devant nous. Après tant de pistes isolées, voir une infrastructure moderne avec ses terminaux et ses taxiways est presque déstabilisant. L'approche se fait sans encombre, et nous touchons le sol en douceur sur la piste 29. Après avoir roulé jusqu'au parking, nous coupons les moteurs, laissant enfin le silence s'installer dans le cockpit. Nous sommes de retour dans la civilisation, mais l'aventure est loin d'être terminée. À peine le temps de couper les moteurs à Darwin, YPDN, que nous devons déjà repartir. Ce vol est court, seulement 99 km à parcourir en 27 minutes, mais il nous offre une vue exceptionnelle sur cette région chargée d'histoire. Nous effectuons notre checklist rapidement, puis mettons les gaz et quittons la piste 29, prenant immédiatement de l'altitude pour effectuer un survol par la gauche de la ville avant de nous diriger vers notre destination, Laigney, Ilen. Sous nos ailes, Darwin se dévoile dans toute son ampleur. Cette ville, capitale du territoire du Nord, est un carrefour stratégique de l'Australie, tourné vers l'Asie du Sud-Est. Avec ses 147 000 habitants, elle est à la fois une porte d'entrée vers l'Indonésie et une base militaire clé pour la défense australienne. Le port de Darwin, visible à l'ouest, joue un rôle essentiel dans le commerce international, tandis que le front de mer regorge d'immeubles modernes, contrastant avec les cicatrices de l'histoire. Car Darwin est une ville qui a survécu à des épreuves terribles. Le 19 février 1942, elle a été bombardée par l'aviation japonaise lors du plus grand raid aérien jamais mené contre l'Australie, causant d'énormes destructions et laissant une marque indélébile sur la mémoire locale. Plus récemment, en 1974, le cyclone Tracy a presque entièrement rasé la ville la veille de Noël, forçant une reconstruction complète. Aujourd'hui, Darwin est résiliente, dynamique, et tournée vers l'avenir, avec une économie florissante basée sur l'extraction minière, le gaz naturel et le tourisme. Nous laissons derrière nous cette cité fascinante et mettons le cap au nord, survolant les eaux turquoises de la mer de Timor. Rapidement, nous apercevons l'île Melville, la deuxième plus grande île d'Australie après la Tasmanie. Elle fait partie des îles Tiwi, un territoire aborigène où les traditions ancestrales sont encore très présentes. Nous amorçons notre descente et nous alignons sur la piste 06 de Laigney, Ilen, un petit aérodrome perdu entre la côte et la nature sauvage. L'atterrissage est fluide, et nous roulons tranquillement vers la zone de déchargement. Encore une mission accomplie, mais la journée est loin d'être terminée. À peine le temps de couper les moteurs à Laigney, Ilen, que nous devons déjà repartir. Ce vol est court, seulement 104 km à parcourir en 24 minutes, mais il nous offre une belle traversée de la baie de Van Diemen. Les checklists sont exécutées rapidement, nous mettons les gaz et quittons la piste 06, prenant un cap au nord-ouest. Le paysage se dévoile sous nos ailes,
alternant entre les étendues sauvages du littoral et les eaux calmes du golfe. Le DC-3 file à bonne allure dans un air stable, et nous en profitons pour admirer la péninsule de Cobourg qui s'étire au loin. Cap Don, YCPD, se rapproche rapidement, sa petite piste en terre battue nichée entre les mangroves nous oblige à une approche prudente. Nous réduisons la vitesse, sortons les volets et touchons le sol en douceur après 56 km et 24 minutes de vol. À peine arrêtés, les moteurs encore chauds, nous préparons déjà le vol suivant. Un coup d'œil aux cartes et nous revoilà en l'air. Magellan, Imige, est notre prochaine destination, située sur l'île de Croker, à 43 km au nord-est. Nous redécollons rapidement, longeant la côte avant de traverser une portion d'océan. Le bleu intense des eaux contraste avec la terre au creux des îles éparpillées sous notre trajectoire. La montée se fait sans encombre, et nous poursuivons notre route en gardant un œil sur les reliefs de l'île qui se rapprochent. L'approche sur Magellan se fait en visuel. L'île est une tache verte entourée de plages blanches, et la piste apparaît enfin devant nous. L'atterrissage est rapide après 18 minutes de vol. La surface légèrement irrégulière nous secoue un peu avant que nous ne nous immobilisions. Quelques minutes plus tard, nous sommes déjà prêts pour la prochaine étape. Nous poursuivons notre route en direction du sud-est, quittant Magellan pour Msemin Lagoon, IMSI. Cette portion du vol est plus longue, couvrant 59 km en 21 minutes, traversant des îles isolées avant de rejoindre la terre ferme. Nous contournons Darwin, décrivant une large courbe d'une centaine de milles nautiques, évitant l'espace aérien contrôlé de la ville pour rester sur notre axe. Le DC-3 tient parfaitement le cap, et nous passons de l'eau aux terres rougeâtres du bush australien en quelques minutes. Msemin Lagoon approche, et nous préparons notre descente. L'atterrissage se fait en douceur, et nous ne perdons pas de temps avant de redécoller pour la dernière portion de notre trajet. Jabiru, Ijab, est notre destination finale, un petit aérodrome au cœur du parc national de Kakadu. Nous suivons la route prévue sur 103 km, nous éloignant définitivement de la mer pour survoler les immenses plaines et marécages du nord de l'Australie. Après 23 minutes de vol, nous nous posons à Jabiru, terminant ainsi notre boucle. La journée a été intense, et nous sommes à la recherche d'un endroit pour la nuit. Nous choisissons le Crocodile Hotel, un établissement atypique dont l'architecture reprend la forme d'un crocodile vu du ciel. L'endroit est idéal pour se reposer après cette série de vols, et nous profitons d'un bon repas avant de préparer les prochaines étapes de notre voyage. Jour 11, 3 vols nous attendent aujourd'hui, un programme chargé qui nous mènera de Jabiru, Ijab, à Croydon, Ikri, couvrant une distance totale de 1593 km en près de 7 heures de vol. Nous allons survoler des paysages emblématiques de l'Australie du Nord, entre plaines sauvages, rivières sinueuses et vastes territoires inhabités. Nous décollons de Jabiru, Ijab, alors que la nuit enveloppe encore la région. Il est 6h53, le ciel est sombre, seul le halo de nos phares éclaire la piste 09. Les moteurs grondent alors que nous nous élançons, et bientôt, nous quittons le sol pour entamer notre vol de 570 km, prévu en 2h02. À mesure que nous prenons de l'altitude, les premières lueurs de l'aube apparaissent à l'horizon, offrant un spectacle saisissant au-dessus des marécages et des terres humides du parc national de Kakadu. Nous prenons un cap sud-est en direction de Delara, YDEA, situé à 216 km de Jabiru. Sous nos ailes, l'Outback se dévoile progressivement, baigné par les teintes chaudes du lever du soleil. Après Delara, nous descendons légèrement vers le sud pour atteindre Ngukur, Ngu, à 183 km plus loin. Cette petite communauté aborigène se niche sur les rives de la Roper River, un cours d'eau serpentant entre les plaines arides. Nous survolons la région en restant vigilants, cette rivière est connue pour abriter une forte population de crocodiles marins, ce qui lui vaut son surnom de d'Alligator River. Nous poursuivons notre route encore 171 km plus au sud, longeant les derniers reliefs marqués du territoire du nord avant d'arriver à MC Arthur River Mine, IMU. Le paysage devient plus sec et poussiéreux à mesure que nous approchons de la piste 06. L'atterrissage est fluide, et nous immobilisons notre DC-3 sur le tarmac après 2h02 de vol. Le soleil est désormais bien levé, mais la chaleur commence à monter. Nous effectuons une rapide inspection de l'appareil avant d'entamer la préparation pour notre second vol. Nous quittons MC Arthur River Mine, IMU, pour un vol de 1106 km en direction de Mount Isa, IBMA, un trajet qui nous prendra environ 3h20. Après avoir effectué les dernières vérifications et fait le plein de carburant, nous prenons la direction de la piste 06. Le bruit des moteurs devient plus intense alors que nous accélérométrons et décollons, prenant rapidement de l'altitude.
Nous volons d'abord en direction de Robinson River, YRBR, à 180 km de MC Arthur River Mine. La région est majoritairement aride, avec de vastes étendues de terre battue, des gorges profondes et de petites communautés disséminées dans ce coin isolé de l'Outback. Ce vol est relativement stable, mais le paysage défile à toute vitesse, sec et poussiéreux, typique du centre du pays. Nous poursuivons notre route en direction du sud, en survolant Yalgra, YALG, un site minier que nous approchons après 185 km. Ce petit village est surtout connu pour ses mines d'or et ses paysages saisissants. Le terrain devient encore plus accidenté, et les montagnes autour de nous se dressent fièrement, des formations rocheuses impressionnantes qui révèlent la richesse minière de cette région. La chaleur est accablante, et l'air semble vibrer à chaque virage. Nous continuons notre périple vers Gordon, Igon, après encore 171 km de vol. Le paysage se transforme progressivement avec des collines de plus en plus escarpées, signalant la fin de la plaine pour laisser place au relief rocheux du territoire du Nord. Gordon est également un site minier, surtout connu pour ses mines de cuivre, et les alentours sont marqués par des infrastructures minières qui apparaissent à peine dans ce décor d'un autre temps. Enfin, après 2h16 de vol, nous entamons la descente vers Mount Isa, Ibma, une ville minière majeure du Queensland, nichée dans une vallée entourée de montagnes. Les vastes étendues désertiques cèdent ici la place à un paysage plus verdoyant, nourri par l'eau de la rivière Lécharde. La ville, au centre de l'industrie du cuivre et du zinc, est un point de passage stratégique, et le lac artificiel à proximité de la ville reflète les dernières lueurs du jour. Nous atterrissons sans difficulté sur la piste 16, prêts à découvrir cette nouvelle région minière après un vol qui nous a emmenés au cœur des paysages austères de l'Outback. Nous décollons de Mount Isa, Ibma, en direction de Croydon, Ikri, un vol de 350 km qui nous prendra environ 1h32. La chaleur du jour commence à retomber, mais la terre rouge de l'Outback conserve encore l'intensité brûlante du soleil. Nous quittons la piste 16 sans survoler la ville, préférant un cap vers le nord qui nous amène rapidement au-dessus du lac Mundara. Ce plan d'eau artificiel, essentiel pour l'approvisionnement en eau de Mount Isa, reflète les dernières lueurs du jour, offrant une touche de fraîcheur au milieu des étendues arides. Une fois le lac derrière nous, il ne reste plus que l'immensité du bush australien. Ici, aucune route, aucune habitation, seulement des plaines infinies et quelques collines érodées par le temps. Le paysage est d'une monotonie fascinante, un désert vivant où seuls les vents et les ombres mouvantes des nuages animent l'horizon. Le DC-3 poursuit sa route imperturbable, bercé par le ronronnement des moteurs qui résonnent dans l'habitacle. Les minutes défilent et l'environnement change à peine, si ce n'est quelques rivières asséchées serpentant timidement au sol, témoins des rares averses qui frappent cette région. La navigation est simple, sans obstacle notable, nous laissant profiter de l'atmosphère unique du vol en pleine nature sauvage. L'approche de Croydon nous ramène progressivement à la civilisation, quelques exploitations agricoles dispersées commencent à apparaître, signe que nous nous rapprochons des zones plus habitées du Queensland. Nous amorçons notre descente en douceur et venons nous poser sur la piste 09 de Croydon. La lumière du jour s'estompe lentement, teintant le ciel de nuances orangées alors que nous immobilisons l'appareil. Une journée bien remplie s'achève, et nous nous laissons gagner par l'enthousiasme à l'idée que demain, nous atteindrons enfin la côte est, bordant l'immensité du Pacifique. Le jour est déjà bien avancé lorsque nous sortons du briefing. La journée s'annonce intense avec 5 vols prévus, totalisant près de 10 heures de vol et 2815 km à parcourir. Notre dernière arrivée est prévue après la tombée de la nuit, un défi supplémentaire dans cette traversée du Queensland. Pour l'instant, nous nous concentrons sur ce premier segment, un vol très court entre Croydon, Ikri, et Strathmore, YSMR, à seulement 70 km de distance. Nous décollons de la piste 09 et prenons rapidement de l'altitude. À peine avons-nous quitté la ville que nous nous retrouvons au-dessus d'une vaste plaine parsemée de terres agricoles et de rivières serpentant doucement dans le paysage. La descente vers Strathmore est rapide. L'approche suit le cours du creek qui borde l'aéroport, ajoutant une touche de beauté à ce vol express. Nous nous posons en douceur sur la piste 11, le DC-3 roulant tranquillement sur l'herbe sèche du terrain. Pas le temps de traîner, une longue journée nous attend, et déjà, nous préparons notre prochain départ. La compagnie nous a réservé une surprise pour ce deuxième vol, un itinéraire improbable qui nous emmène à l'extrême nord de l'Australie, jusqu'à la base de Chergé, YBSG. Une boucle inattendue qui nous fait traverser des paysages sauvages et spectaculaires. Nous décollons de Strathmore, YSMR, en quittant la piste en terre dans un nuage de poussière. Rapidement, nous nous retrouvons au-dessus d'une région marécageuse, où d'innombrables ruisseaux et lagunes dessinent un labyrinthe aquatique.
À hauteur de Kawanyama, Ikō, nous devinons les méandres du Mitchell River, un fleuve imposant qui serpente dans les plaines inondables avant de se jeter dans le golfe de Carpentary. Nous continuons vers l'est, et bientôt, l'immensité turquoise de l'océan apparaît. À hauteur de Pormpurao, YPMP, la côte sauvage s'étire sous nos ailes. D'en haut, on distingue d'innombrables bancs de sable et des estuaires aux eaux peu profondes, un véritable paradis pour la faune marine. Ici, la nature est reine, avec des kilomètres de plages désertes et des mangroves impénétrables. Nous remontons encore plus au nord, survolant Oruquin, YAUR, un territoire aborigène isolé niché entre forêts tropicales et marais salants. Les pistes de terre rouge coupent le paysage en ligne nette, contrastant avec les étendues vertes de la canopée dense. Enfin, nous arrivons à Wepa, une ville minière posée sur la côte. Juste avant l'approche, nous apercevons les gigantesques mines de bauxite qui font la renommée de la région. Un virage à droite nous place sur l'alignement final pour la base de Chergé. L'atterrissage est propre, malgré le vent qui balaie la piste 12. À peine posé, nous réalisons que nous venons de franchir un cap symbolique, nous sommes à la pointe du continent australien. Mais pas le temps de savourer, il reste encore plusieurs vols au programme, et notre aventure ne fait que continuer. Nous décollons de Chergé à bord de notre fidèle DC-3 pour un vol de 2h52 et 386 km en direction de Cairns, notre première grande escale sur la côte est de l'Australie. Ce trajet marque un tournant dans notre périple, après avoir parcouru l'Outback et les terres sauvages du Nord, nous retrouvons enfin l'océan et longeons la grande barrière de corail. Rapidement, nous atteignons Wattle Hills, Iwat, où la terre rouge et les lagunes marécageuses cèdent leur place à une côte découpée bordée de plages infinies. Nous poursuivons vers Lockhart River, YLHR, un petit aéroport niché dans la forêt tropicale, où les teintes vertes contrastent avec l'azur de l'océan. La vue est imprenable, et l'idée de survoler cette étendue sauvage nous rappelle combien l'Australie est un territoire de contraste. Nous continuons vers Stony Valley, YSVP, où le paysage commence à changer. La forêt tropicale du Queensland s'étale sous nos ailes, dense et mystérieuse. Les rivières serpentent à travers la végétation épaisse, certaines débouchant sur de petites criques désertes. En atteignant Cap Flattery, YCFL, nous traversons la baie et longeons d'impressionnantes falaises qui plongent directement dans l'océan. Ici, la mer de corail prend tout son sens, les nuances de bleu se superposent, révélant les récifs coralliens en surface. Puis, cap sur Cooktown, YCKN, une ville au passé chargée d'histoire, où James Cook s'est échoué en 1770 avant de poursuivre son exploration. Nous croisons Cohen, Higby, dernier vestige de l'arrière-pays avant d'amorcer notre descente vers Cairns. La mer s'étend devant nous, et au loin, nous distinguons les premiers reliefs de la région. Cairns apparaît, blotti entre la forêt tropicale et l'océan. L'approche sur la piste 15 est magnifique, avec les montagnes en arrière-plan et l'eau scintillant sous le soleil. Le train d'atterrissage touche le sol en douceur après 386 km et près de 3 heures de vol. Nous avons franchi un cap, nous sommes sur la côte est, face au Pacifique. Une brise chaude nous accueille dès l'ouverture des portes, et un sentiment d'accomplissement traverse l'équipage. L'aventure continue, et nous avons hâte de découvrir les merveilles qui nous attendent sur cette côte légendaire. Nous décollons à nouveau de Cairns, YBCS, pour un vol de 2h39 et 397 km en direction de Fort Cooper, YFTC. Ce vol marque un autre changement de décor, nous quittons l'azur de la mer pour plonger au cœur de l'Outback australien. Nous prenons rapidement la direction de Innisfail, YIFL, un petit aéroport qui nous permet de quitter la côte tout en survolant les vastes étendues de forêts tropicales et de plantations. C'est une région de paysages verdoyants et de montagnes qui se dressent au loin, annonçant les terres plus arides qui se trouvent au sud. Puis, changement de cap vers Mount Garnet, YIGM, où le relief devient plus accidenté, avec des vallées profondes et des crêtes abruptes. Nous continuons notre descente vers Tully, YBTL, survolant des paysages montagneux, pour ensuite bifurquer vers Bowen, YBWN, un autre petit aéroport au cœur de l'Australie tropicale. C'est un passage où la terre rouge cède progressivement la place à des terres plus sèches. Cependant, l'excitation monte lorsque nous arrivons à Chutarbour, YSHR, car il s'agit d'une étape importante sur notre chemin, nous approchons de l'archipel des Whitsunday Islands, une série d'îles paradisiaques aux plages immaculées et aux eaux cristallines. Nous survolons à basse altitude cette merveille naturelle, avec des vues imprenables sur Whitsunday Island, l'une des plus belles plages du monde. L'île semble flotter sur l'océan, ses criques et plages nous offrant un spectacle inoubliable. Après avoir longé les côtes magnifiques des îles, nous survolons Hamilton Island, YBHM,
avant de reprendre notre cap vers le sud-ouest. Nous traversons les montagnes et nous dirigeons en direction du mont William, une région encore relativement sauvage, où la végétation dense contraste avec les panoramas dégagés. Enfin, nous amorçons notre descente pour Fort Cooper, YFTC, la fin de ce vol enchâssé dans les paysages variés de l'Australie. Après 397 km et 2h39 de vol, le ciel s'ouvre devant nous et nous voilà prêts à poser nos roues sur la terre ferme, les paysages spectaculaires de l'Australie gravés dans nos mémoires. Nous redécollons de Fort Cooper, YFTC, pour un très court vol de 12 minutes et 46 km en direction de la piste d'atterrissage de Palmyra, YPYA. À peine avons-nous quitté la piste que nous nous stabilisons à notre altitude de croisière de 5500 pieds. Ce vol est une simple transition entre deux points du bush australien, avec des paysages arides ponctués de quelques formations rocheuses et vastes plaines. Alors que nous approchons de Palmyra, nous amorçons une descente rapide. La piste est visible droit devant, perdue au milieu de nulle part, et nous nous préparons à poser les roues en douceur après ce saut de puce aérien. Venir à Palmyra, YPYA, était une étape clé dans notre itinéraire. Nous y avons atterri avec un DC-3 presque vide, mais ce n'était pas une perte de temps. Ici, nous pouvions charger une cargaison complète, remplissant notre avion jusqu'à la dernière place disponible. Un dernier vol nous attend avant de traverser la mer de Corail pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. Nous décollons alors que le soleil entame sa descente, inondant le ciel de teintes flamboyantes. Le rouge et l'orange embrasent l'horizon, tandis que l'ombre de notre avion s'étire sur la piste de Palmyra, bientôt avalée par l'immensité du bush australien. Notre route suit la côte du Queensland, où les plages de sable blanc et les récifs coralliens scintillent sous les derniers rayons du soleil. Nous survolons Great Palm Island, IGPE, dont les collines verdoyantes se dessinent en contraste avec l'océan infini. Plus au large, les reflets dorés sur l'eau dessinent une ligne d'horizon presque irréelle. Nous atteignons ensuite Rockhampton, YBRK, où les immenses ranchs et les terres agricoles commencent à se fondre dans la pénombre. La rivière Fitzroy capte les dernières lueurs du jour, traçant un ruban argenté à travers la ville. Alors que nous descendons vers Gladstone, Igla, le soleil plonge sous l'horizon, et la nuit prend peu à peu le dessus. Les installations industrielles du port allument leurs projecteurs, formant un contraste saisissant avec la noirceur de l'océan. Le reste du vol se déroule sous un ciel étoilé, guidé par les balises aériennes et les lumières des petites villes côtières. Enfin, nous amorçons notre approche vers Bundaberg, Ubud, la dernière étape de notre aventure australienne. L'atterrissage se fait dans l'obscurité, marquant la fin d'un périple incroyable à travers l'Australie. Nous avons traversé des terres arides, des jungles tropicales, des îles paradisiaques et des métropoles animées. Demain, nous quitterons ce continent en franchissant la mer de Corail, ramenant notre précieuse cargaison jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Mais pour l'instant, c'est une nuit de repos bien méritée, après ce dernier vol sous un coucher de soleil inoubliable. Jour 13. Au matin, après un briefing succinct, nous apprenons que, malheureusement, le vol direct vers Tontuta n'a pas pu être programmé en raison d'un manque de passagers. Il faudra donc descendre plus au sud jusqu'à Coff Harbour, YCFS, avec 2 étapes avant de rejoindre Tontuta. Un itinéraire certes un peu plus long, mais qui nous permettra de remplir notre cargaison à son maximum. Nous décollons de Bundaberg, Ubud, à 9h20. L'air est doux et la journée commence à peine à se lever sur la côte et de l'Australie. Le DC-3, presque prêt à embarquer sa cargaison, prend de l'altitude. Nous mettons le cap au sud, longeant la côte et observant les paysages marins et forestiers qui défilent sous nos ailes. Nous survolons Great Sandy Strait, un bras de mer calme entre la péninsule de Fraser et le continent, bordé par des plages de sable fin. Les teintes bleues et turquoises de l'océan contrastent avec la végétation verte qui couvre les collines environnantes. Le vol continue vers RVB, YRBB, un lieu paisible où les eaux de l'océan se confondent avec le ciel. Ensuite, nous ajustons notre cap pour passer au-dessus de Brisbane, YBBN. L'aéroport se présente sous nous, vaste et animé, avec ses pistes qui s'étendent parmi les immeubles du centre-ville. Un petit clin d'œil à la métropole avant de poursuivre notre route. Nous continuons notre trajet vers Gold Coast, Ipsu, en passant à l'ouest du mont Warning, un cirque volcanique impressionnant aux formes imposantes. L'endroit est d'une beauté pure, et la vue depuis l'avion est spectaculaire. Plus au sud, nous survolons Gladstone, YGFN, avec ses installations industrielles et le port qui s'étend à perte de vue. Finalement, après une descente en douceur, nous intégrons notre approche finale pour Coff Harbour, YCFS, prête à accueillir notre avion pour une courte escale.
L'atterrissage se fait sans encombre sous un ciel encore clair, mais l'après-midi avance, et nous savons que cette première étape ne sera que le prélude de ce long trajet vers le nord. Après une courte escale à Coff Harbour, nous redécollons rapidement à 11h46. L'avion est désormais presque plein et nous avons hâte de rejoindre Norfolk Island. La journée est déjà bien avancée, et nous savons que cette étape, bien qu'un peu plus longue, nous rapprochera de notre objectif final. Mettons le cap sud-est et entamons notre survol de l'océan Pacifique. L'étendue bleue de l'eau défile sous nous, une mer calme qui semble s'étendre à l'infini. L'avion prend de l'altitude et, après quelques ajustements, nous sommes en route pour Norfolk Island, YSNF. Sur la trajectoire, nous croisons de petites îles perdues dans le bleu intense de l'océan. Le trajet est tranquille, mais l'isolement de l'île qui nous attend renforce l'impression de traverser une vaste étendue sauvage, sans aucune intervention humaine visible. En approchant de l'île, Norfolk se profile au loin, une petite terre verte et boisée qui contraste avec la vaste étendue bleue qui l'entoure. Le relief abrupt de l'île, avec ses falaises plongeant dans la mer, se distingue à peine sur l'horizon. Alors que nous intégrons notre approche finale pour YSNF, l'île se révèle de plus en plus détaillée sous nos ailes. La côte découpée et les forêts denses créent une image magnifique et sereine. Nous préparons l'atterrissage tout en surveillant les indicateurs et en ajustant les commandes avec une grande précision. Le vol est relativement court, mais il offre un moment de calme et de beauté, comme un aperçu de ce petit bout de paradis au milieu de l'océan. Nous atterrissons à Norfolk Island, YSNF, vers 16h24 et profitons de cette étape pour nous reposer avant de repartir dans l'après-midi. Le calme de l'île, loin de l'agitation des grandes villes, contraste avec l'effervescence de notre mission. Le dernier vol de notre tour d'Australie débute à 16h43, alors que l'ombre du soir tombe sur Norfolk Island, YSNF. Ce vol marquera la fin de notre périple australien et nous ramène à Tontuta, NWW, en Nouvelle-Calédonie, notre point de départ. L'avion, désormais bien rempli et chargé de la précieuse cargaison, est prêt à nous mener vers la destination finale. Nous décollons à une heure où le soleil commence lentement à s'effacer derrière l'horizon, nous emportant dans la direction nord-ouest, alors que l'immensité de l'océan Pacifique s'étend devant nous. Après avoir ajusté les instruments et vérifié la trajectoire, nous avons pris cap vers le nord, nous éloignant lentement des côtes de l'île et en suivant la route au-dessus des vagues calmes, avec pour seule compagnie la mer à perte de vue. La traversée est relativement tranquille, avec seulement quelques ajustements mineurs à effectuer pour maintenir notre cap parfait, mais la fatigue des jours précédents se fait ressentir. Nous commençons à voir au loin les contours familiers de la Nouvelle-Calédonie, et l'anticipation grandit à l'approche de Tontuta. Après 2h48 de vol, nous survolons les côtes de Nouvelle-Calédonie avant d'entamer notre descente finale vers l'aéroport. Le paysage qui se dévoile est celui d'une terre que nous avons quittée plusieurs semaines auparavant, mais qui semble plus proche que jamais. Les montagnes verdoyantes de l'île et la mer turquoise qui les entourent nous rappellent les raisons pour lesquelles cette aventure a été unique. Nous atterrissons à Tontuta, NWW, en fin de soirée, vers 19h31, avec une grande fierté. Le vol est une réussite, et la direction de la compagnie nous félicite chaleureusement pour cette belle aventure. La médiatisation australienne, qui a suivi notre périple, a grandement contribué à l'augmentation de notre notoriété, ouvrant la voie à de nouveaux vols charters et à des opportunités d'expansion. Nous sommes désormais fiers de notre parcours, et notre capital social a considérablement augmenté grâce à cette tournée réussie. En prime, nous avons acquis un ATR 72-6 Sense flambant neuf, qui sera peint aux couleurs locales et prêt à parcourir de nouveaux horizons pour Piaro 70 Airlines. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage virtuel au tour d'Australie en DCE 3D et que vous nous retrouverez prochainement. N'hésitez pas à liker mes vidéos ou à me faire des commentaires. À bientôt dans nos prochaines aventures. Bien à vous, l'équipage du vol 77.